Débattons-en et on va parler de vous, chers auditeurs, vous, ces Français qui payent et qui n'en peuvent plus. Nous sommes avec Olivier Berthaud, juriste et fiscaliste pour contribuables et associés. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors 80% des Français estiment que l'argent public qu'ils gagnent à la sueur de leur front est mal utilisé. C'est un sondage Elab qui nous livre ces chiffres et c'est Maëlys Clausel qui nous en parlait ce matin. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire si ces chiffres vous semblent pertinents? Comment est-ce que vous, avec votre capacité d'analyse, vous lisez ce sondage et ces résultats? Ça me semble assez évident et assez pertinent. Et effectivement, on voit l'usage qui est fait des dépenses publiques aujourd'hui. Les gens n'en peuvent plus pour différentes raisons. Déjà, on ne sait pas où part l'argent. Les impôts ne cessent d'augmenter et la qualité des services publics ne cesse de se dégrader. Donc on arrive vraiment à un moment où normalement, je dirais pas notre civilisation, mais en tout cas toute notre société et tout le régime en fait est basé sur un principe constitutionnel de consentement à l'impôt. Mais qui dit consentement à l'impôt dit aussi que le citoyen normalement a le droit de vérifier l'usage, de contrôler l'usage qui est fait des finances publiques. Or, il s'avère qu'actuellement, il n'est plus en mesure quasiment de le vérifier. Les lois de finances sont votées à coup de 49.3, c'est-à-dire véritablement sans aucun contrôle du Parlement, qui sont les représentants du peuple. Donc en fait, le peuple se rend compte qu'il ne consent plus du tout à rien. Donc c'est sans consentement à l'impôt, c'est la société qui se délite. Et effectivement, donc c'est normal qu'il y ait au moins 80... Je suis même étonné qu'il n'y ait que 80% des gens qui s'en plaignent. Effectivement, on a du mal à pouvoir connaître réellement la façon dont notre argent est dépensé. En revanche, on se rend très bien compte la façon dont il n'est pas dépensé, puisqu'en fait, chaque Français est rattrapé dans le quotidien et dans leur réel par justement cette mauvaise gestion. Vous le disiez, pardon, l'école publique va très mal, l'hôpital va très mal, les systèmes de transport en commun sont des coupe-gorge. C'est tout part à volo et pourtant les Français ont la sensation, et à raison, d'être l'un des peuples les plus taxés au monde. Alors quand vous nous dites qu'effectivement la stabilité d'un pays, elle tient aussi, en tout cas la stabilité économique, elle tient aussi par le consentement à l'impôt, est-ce que ce qui nous guette, c'est pas une explosion de ce système ? Je crois qu'il est en train, en tout cas s'il n'explose pas, il implose. On le voit avec l'incapacité à avoir une majorité, donc sans majorité il n'y aura pas de budget. De toute manière, ça fait 50 ans que tous nos budgets sont en déficit. Maintenant, on en est à 170 milliards de déficit tous les ans. On est à 4 000 milliards de dettes publiques et encore, on n'inclut pas leurs bilans qui sont justement, par exemple, les retraites des fonctionnaires. Là, on peut doubler la dette publique. Et c'est d'ailleurs le vrai problème aussi de la réforme des retraites. C'est que si on ne la met pas en place, ça veut dire que c'est la dette de l'État qui va exploser, ne serait-ce que par les engagements qu'a l'État vis-à-vis de ses fonctionnaires. Donc, c'est en fait, de toute manière, effectivement, le système est en train d'imploser. Je crois que c'est sans fin parce qu'on ne veut pas comprendre qu'avant de toucher aux recettes, il faut toucher aux dépenses. Parce qu'il y a trop de dépenses, il y a trop d'impôts. Donc de toute manière, pour l'instant, il faut toucher Et puis quand on voit quand même, il y a des dépenses totalement inutiles entre les subventions aux uns et aux autres, les fonctionnaires qui ne sont pas à remplacer, le problème effectivement. Et en plus, les dépenses de santé, on parle des dépenses de santé, ce qu'on oublie, c'est que normalement, l'assurance maladie en France, c'est censé être du droit privé et pas du droit public. Donc, normalement, c'est censé être équilibré entre les partenaires sociaux, les employeurs et les salariés. Et si ça ne l'est plus, c'est parce que l'État met la main à la poche. Et en général, quand l'État se mêle de quelque chose, ça fait pire que mieux. Et on le voit d'ailleurs, ne serait-ce que dans les retraites. La retraite de base, qui finalement est quasiment maintenant du public est largement en déficit. Les retraites complémentaires Agirc-Arrco, qui sont vraiment gérées actuellement par les employeurs et les retraités, arrivent encore à l'équilibre. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'État essaye de mettre la main sur les réserves de l'Agirc-Arrco.
Quand vous nous parlez de ces dépenses inutiles, c'est donc Polémia qui a aussi travaillé sur ces dépenses qui, elles, sont carrément nuisibles. C'est-à-dire qu'elles nous coûtent plus d'argent, enfin, elles nous coûtent plus que ce qu'elles nous rapportent, et pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes voilà, social, purement humain, en termes de qualité de vie. Est-ce que vous vous êtes penché sur ce sujet? Écoutez, c'est plus de la sociologie, donc on ne s'est pas penché directement, mais c'est vrai que c'est une question de bon sens. C'est vrai qu'il y a par exemple les scandales qui font rire, des ronds-points qui ne servent à rien. Bon, on va envie dire, un rond-point qui ne sert à rien, bon, à la limite, c'est de l'argent dépensé inutilement, mais c'est pas encore trop grave, même si ça l'est quand même. Mais après, effectivement, il y a des dépenses qui là sont nuisibles. C'est souvent d'ailleurs toutes les questions de subventions, des milliards d'euros de subventions données à des associations qui sont clairement contre la France Ouais. et contre les Français. Donc là, effectivement, c'est nuisible. Tous les pseudo-chercheurs subventionnés dans les universités qui ne font que du travail wokiste ou autre, qui là, effectivement, c'est nuisible parce qu'on sent qu'ils travaillent contre la France. Donc effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans le cadre entre les dépenses juste inutiles et les dépenses inutiles et nuisibles en plus. Maintenant, il reste quelques dépenses utiles. Malheureusement, on se rend compte qu'effectivement, que les dépenses utiles ne sont pas les plus importantes. Oui, bien sûr. Quand on entend nos hommes politiques, on a l'impression qu'aujourd'hui, le plus vertueux sera celui qui affirmera avec beaucoup d'honnêteté, de solennité, qu'il faut mettre en place une politique d'austérité. Alors, bon, on imagine bien que ça va être le cas, mais est-ce que vraiment il est bon d'écouter celui qui, sous couvert d'honnêteté, nous dira voilà, c'est catastrophique, mais moi j'aurai le courage donc d'engager cette politique. Est-ce que finalement ce ne sont pas de jolis mots pour cacher le fait qu'une fois de plus, il compte faire payer les Français? C'est surtout que de toute manière, le langage est biaisé. On l'a vu avec le discours de Bayrou disant qu'il allait mettre effectivement en place une politique d'austérité et de rigueur. Et il voulait faire des économies à hauteur de 40 milliards d'euros, alors que de toute manière, il y a un déficit annuel de 170 milliards d'euros, et dans les prochaines années, le premier poste budgétaire sera le paiement des intérêts de la dette. Donc de toute manière, c'est toujours des micro-mesures. Là, on le voit encore avec le projet à la fois. Alors on va taxer les riches, mais on va baisser la CSG. Mais pendant ce temps-là, les dépenses, on n'en parle pas. Tant qu'on ne coupera pas vraiment dans les dépenses, et à la rigueur, on a envie de dire qu'on peut faire plein de dépenses qui ne vont pas spécialement poser de problème aux Français, parce que, comme on l'a dit, plein de dépenses inutiles, des subventions à des associations qui ne servent à rien, la gabegie parmi les dépenses publiques, les fonctionnaires en trop, les postes, les doublons dans le millefeuille territorial où on ne sait plus si c'est la région, le département, l'intercommunalité qui doit s'occuper. Donc, de toute manière, c'est moins une politique de rigueur qu'il faudrait que c'est qu'une politique de bon sens. Hmm. Sur quel poste, selon vous, justement, est-ce qu'on pourrait faire des économies et des économies qui seraient autant d'argent que donc, nos politiciens n'auraient pas à réclamer aux Français? Ouais, ils sont tellement nombreux, ces postes-là. On voit l'éducation nationale, qui est le premier budget en France, où le nombre de véritables enseignants par rapport au nombre d'administratifs devient, je dirais pas dérisoire, mais on pourrait supprimer. Ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, c'est quasiment déjà la base. Ensuite, la fonction publique territoriale qui est devenue exponentielle, où on peut aussi faire largement des coupes. Les subventions, quasiment arrêter les subventions aux associations, sauf celles qui ont un véritable travail d'intérêt et public justement dans l'accès aux soins, etc., mais qui sont quasiment du parapublic. Mais sinon, toutes les subventions qui ne servent à rien. Effectivement, après, en matière de voirie, effectivement, on voit toutes les histoires de ronds-points. Enfin, on ne sait même pas par où commencer, tellement il y a de dépenses inutiles. Après, effectivement, par contre, il faut préserver tout ce qui est régalien, la défense, la justice, l'intérieur, même éventuellement une politique de relance de l'industrie, et que l'argent, effectivement, il part pour relancer les industries. Hmm.
On a beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent à cette question du poids justement financier et économique de l'immigration pour le pays. Alors parce que d'un côté, on a des gens qui nous expliquent qu'on a besoin d'immigration justement pour faire fonctionner notre économie, que si jamais on coupait les vannes, et bien justement ce serait terrible pour nous de faire face à tout ce que ça engendrerait, y compris en termes économiques. Et de l'autre, on en a qui nous expliquent qu'en fait l'immigration nous coûte extrêmement cher. Quelle est votre position sur cette question? Est-ce que vous pourriez éclairer les auditeurs? Là, c'est les autres dépenses, effectivement, donc, dans lesquelles on peut couper, qui sont en lien partiel avec l'immigration. C'est toutes les dépenses sociales, effectivement. Bon, la fameuse AME, où Ouais. bon, il y a plus d'1 milliard d'euros maintenant, bon, d'aide médicale d'État, mais pour des gens, effectivement, qui sont peut-être malheureux, mais qui sont en situation irrégulière. Quand vous voyez même que quand vous êtes c'est parce que vous êtes en situation irrégulière que vous avez le droit de payer vos transports moitié et moins cher en Île-de-France. Donc il y a des aberrations comme ça auxquelles il faut s'attaquer. Effectivement, toutes les prestations sociales, allocations familiales et autres, il y a des économies à faire énormes, liées entre autres à l'immigration, parce qu'on a un système social tellement favorable et un système idéologique aussi qui veut que l'on protège un petit peu ces populations immigrés, qui fait que ça les attire, donc forcément, les pauvres, j'ai presque envie de dire qu'ils n'y sont pour rien, c'est plutôt nos gouvernements sur qui il faut taper pour dire que ça suffit effectivement, et les dépenses sociales sont supérieures aux dépenses non sociales, j'ai envie de dire, en France. Donc c'est clair que là, c'est des dizaines de milliards que l'on peut économiser, entre autres avec effectivement le fait que ces dépenses sociales ont attiré l'immigration, mais je dirais pas seulement uniquement. Mmh. C'est vrai que quand vous nous donnez cet exemple très concret et que je reprends, parce que c'est encore une fois le genre d'exemple qui doit être très parlant pour les auditeurs, mais que donc les immigrés en situation irrégulière payent moitié moins leur titre de transport dans les transports en commun, en réalité c'est parce que du coup les Français qui sont en situation régulière, qui sont chez eux, payent 2 fois plus le leur pour pouvoir compenser cela. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi énormément de Français qui aujourd'hui expliquent que ils aimeraient bien s'insurger contre cet assistanat. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça va même créer une fracture au sein de la population, puisque ça crée des rancœurs entre les différentes parties qui composent notre société. C'est vrai que un des problèmes majeurs de notre société, c'est que le travail n'est plus reconnu, le mérite non plus, le risque, l'ambition, qui sont des valeurs fondamentales pour faire marcher une société, et que là, ça repose avant tout sur l'assistanat, et l'impression qu'effectivement, au lieu de protéger, et puis mettre la sphère publique d'un côté, la sphère privée de l'autre, l'État n'est pas là pour faire de la morale, pour ça c'est individuel, il y a les églises, il y a tout ce qu'on veut, mais l'État, effectivement, il est là avant tout pour protéger les gens, certes, mais pour protéger aussi d'abord ceux qui travaillent et qui permettent justement après de nourrir la population. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la même chose pour le conflit entre les propriétaires et les locataires. Effectivement, pour qu'il y ait des bons propriétaires, il faut qu'il y ait des bons locataires. Effectivement, il faut pas privilégier le locataire par rapport au propriétaire, sinon on fait de la morale et puis on voit que ça mène à tous les abus. C'est vrai que le problème, effectivement, c'est que les gens honnêtes n'ont pas l'impression actuellement d'être mieux considérés que les gens malhonnêtes. Oui, c'est vrai qu'au-delà de l'économie, ça pose des questions très morales sur quel genre de pays est-ce qu'on veut être, quel genre de société est-ce qu'on veut cultiver. Vous le disiez, il y a cette question du mérite. Est-ce qu'on continue d'aider les plus faibles? Parce que c'est aussi quelque chose de très occidental et dont on s'est enorgueilli longtemps, ce traitement qu'on réservait aux plus faibles et cette considération qu'on avait. Aujourd'hui, on risque de perdre cet aspect-là, qui était encore une fois longtemps une fierté, par manque de moyens. Il faut aider les autres, mais quand on aide les autres, il faut que ça soit volontaire. Or là, le problème, ce que les gens ne veulent plus, c'est qu'on les oblige à aider les autres. C'est plus de la charité, c'est de toute manière de la solidarité forcée. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'effectivement, qu'il y ait un socle, effectivement, pour que les gens ne soient pas à la rue ou le soient le moins impossible. Mais il faudrait que la bonté, ça reste dans le domaine privé, que l'État, il n'est pas là pour être bon et gentil, il est là pour être efficace.
Mmh. Est-ce que vous pensez, parce que c'est ce que reprochent aussi beaucoup de Français à nos dirigeants, que toutes les décisions, les postes de dépenses choisis sont en réalité assez déconnectés avec justement leurs besoins du quotidien? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait d'une certaine façon délocaliser aussi le choix de ces dépenses? Oui, mais je crois surtout que les Français ont envie que c'est la fameuse phrase qu'on leur foute la paix, quoi. C'est surtout, je pense que c'est ça, c'est effectivement qu'il n'y ait plus un carcan administratif, que l'État ne se mêle pas de tout, qu'ils nous disent pas où est-ce qu'il faut traverser, sur les clous, hors les clous. On a besoin de liberté, on a besoin d'autonomie, on a besoin d'être responsable et que ça soit pas l'État qui nous dise tout. Moi, je vois souvent quelque chose de symptomatique dans mon métier. On me dit: «Oui, mais quelle est la loi qui m'autorise à faire ça?» Et c'est le monde à l'envers. La loi n'est pas là pour vous autoriser quelque chose, elle est là pour interdire, éventuellement encadrer. Donc s'il y a aucune loi qui l'interdit, bah, on a le droit de le faire. Et là, maintenant, le problème, c'est que les gens, effectivement, il y en a, à force d'être protégés, surprotégés, bah, ils attendent une autorisation. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit, c'est que trop de protection, ça tue la liberté. Mmh. Olivier Berthaud, vous le disiez, il y a des dépenses sur lesquelles, il ne vaut mieux pas couper. Donc par exemple, la défense, notre, système, juridique. Est-ce que, parce que c'est quand même des domaines dans lesquels il y a aujourd'hui aussi des Mmh. dysfonctionnements, les Français le constatent. Est-ce que c'est, réellement en l'occurrence une question de moyens? Ou est-ce que si on se penche sur les chiffres, on peut encore une fois se dire que, finalement, c'est pas tant une question de moyens que, de volonté, d'autorité, d'organisation, enfin bref, tout un tas de choses qu'on pourrait régler sans avoir nécessairement besoin de passer par, demander plus d'argent aux Français? Bah, après, là, il faut voir entre ce qui relève du matériel et ce qui relève du personnel. Il est clair que, bon, dans tout ce qui est magistrature et autres, éventuellement, il faudrait peut-être, il y a peut-être autant d'organisation que de manque de moyens, et faire en sorte que la justice s'occupe véritablement de justice et peut-être moins de morale, c'est ça. Mais en tout cas, bon, ils ont besoin. Mais par contre, tout ce qui est la défense, bon, bah, un avion de chasse, on sait combien ça coûte, en dizaines de millions d'euros, voire plus. Donc là, de toute manière, on peut pas faire d'économie, quoi. Là-dessus, sur les munitions, on sait qu'on n'en a pas assez. L'armement, ce qu'il faudrait effectivement, c'est relancer l'industrie de l'armement en France. Ça créerait des emplois en plus. Et ça, c'est véritablement le type même de la dépense utile, quoi. Voilà. Est-ce que, la simplification telle qu'elle est pratiquée, par exemple, par des personnalités comme Javier Milei avec cette image de la tronçonneuse, c'est quelque chose, vous, qui vous parle? Est-ce que vous pensez que, c'est des résolutions qui pourraient être bénéfiques à la France? Je comprends pas la question là. La Oui, façon oui. dont on pourrait simplifier, nos institutions et juste déjà le coût de fonctionnement de tout le système qui est en place? Oui, alors le coup de la tronçonneuse, oui, mais je pense que c'est aussi culturel, c'est-à-dire il faut rééduquer, il faut montrer aux gens quelles sont les priorités, et montrer que c'est pas uniquement des questions matérielles, mais c'est aussi à la fois retrouver une certaine, enfin, le goût du pays, l'envie de travailler, et se dire que tout n'est pas dû, être moins protégé. Et une fois que l'état d'esprit des gens aura changé, je pense qu'ils comprendront facilement qu'il y a des dépenses qui sont inutiles, qu'on peut supprimer. Mmh. Bon, le coût de la tronçonneuse, je suis pas tellement pour la politique spectacle, comme ça, je vous Ouais, avouerai. bien sûr. Non, parce que par exemple, enfin là, la question de la dissolution se posait et tout de suite, ce qu'on brandit, c'est pas la nécessité politique, la stabilité du pays, elle est évoquée, mais l'un des chiffres clés, c'est de dire bah, attention, messieurs, dames, si vous voulez une dissolution, si vous voulez pouvoir retourner aux urnes, profiter de votre démocratie, ça va vous coûter 15 milliards d'euros. C'est complètement aberrant. On ne peut pas chiffrer de toute manière ça. Et puis de toute manière, il y a des choses qui ne sont pas chiffrables. La liberté n'a pas de prix. Si le peuple veut retourner aux urnes, il a le droit de retourner aux urnes. Si on dit qu'un référendum, tout le monde sait que ce serait bien de faire des référendums, bah, s'il coûte 1 milliard, il coûte 1 milliard. De toute manière, c'est de l'investissement. En même temps, ça peut être une dépense au début, mais clairement, on le retrouvera après. Si on commence à faire des comptes d'apothicaire sur la liberté des Français, effectivement, c'est que la situation est vraiment très très grave. Hmm.
L'une des questions phares en ce moment sur les plateaux de télévision, c'est cette fameuse question de la taxe sur les plus grosses fortunes françaises. Quelle est votre position sur Ah ce mais ça sujet? c'est une aberration totale. C'est ce que la fiscalité, elle doit être la plus neutre possible. C'est faire rentrer l'argent nécessaire dans les caisses de l'État en influençant le moins possible l'économie. La fiscalité n'est pas là pour punir les riches, pour punir les pollueurs. Elle est là pour faire rentrer de l'argent de la manière la plus neutre possible. La taxe Zuckman, on sent que c'est purement idéologique. C'est pour sanctionner les riches. Et il est évident qu'en plus, c'est tellement aberrant. C'est une taxe qui fera perdre de l'argent parce que bon, c'est logique. Les Français qui le peuvent fuiront cette taxe d'une manière ou d'une autre, soit par encore d'autres manœuvres d'optimisation fiscale. Vous savez, la fiscalité, c'est toujours le bouclier et l'épée. Vous créez une nouvelle taxe, ben, il y aura une nouvelle méthode d'optimisation. Et s'il faut partir, il y en a qui partiront. Et surtout, il y en a qui ne viendront pas pour investir en France. Donc c'est clair que c'est une aberration complète. Et en plus, ça touche avant tout l'outil de travail, c'est quand même aberrant. Hmm. Je pense que la conclusion de tout ça, Olivier Berthaud, c'est que ce qu'il faut viser avant tout, c'est un changement de mentalité, vous l'avez dit, Oui. voilà, de rapport à l'aide, à l'assistanat. Comment est-ce qu'on peut réussir justement à changer ces mentalités quand on voit qu'aujourd'hui, on a quand même une classe politique qui, elle, nous donne un exemple quotidien de médiocrité? Alors là, en 2 secondes, je ne sais pas comment je Ça tombe peux. bien, c'est le temps qui vous reste. Oui, bah, là, franchement, mais il faut repartir à la base, quoi, de toute manière, aux fondamentaux. Comme aurait dit Laporte, il faut revenir aux Oui, fondamentaux. finalement, dès l'école, apprendre Dès l'école, dès la naissance, et retrouver effectivement la politique naturelle, le rôle de la famille, le rôle des communes, le rôle des instances religieuses, le rôle de la justice, mais chacun à sa place. Hmm. Merci beaucoup Olivier Berthaud d'avoir été avec nous, chers Je vous en Français qui prie. nous écoutez. Effectivement, tout n'est pas perdu. Vous voyez, certains entendent votre ras-le-bol, ils l'analysent, ils le chiffrent même. Donc tout ça, c'est une réalité. Et bien évidemment, on arrivera bien un jour ou l'autre à changer les choses. De toute façon, a priori, en ce moment, ça explose. Mm. On suivra déjà les questions à venir sur le budget et on ne manquera pas de vous réinviter pour que vous nous donniez votre avis, Olivier Berthaud. Merci beaucoup. Merci.